Je vais assez peu commenter le chapitre Un tien vaut mieux que deux tu l'auras, parce que Dawkins s'attarde surtout aux insectes sociaux dans ce chapitre-là. Et le sujet de mon cours, c'est la conception de l'être humain qui ressort du gène égoïste. Mais je vais quand même en faire ressortir quelques petites choses qui se retrouvent surtout vers la fin du chapitre. Alors, dans ce chapitre-là, Dawkins s'attarde à la tendance qu'ont certains animaux à vivre en groupe. Et j'imagine que je ne vous apprends pas que l'être humain est de ces animaux qui vivent en groupe. Nous sommes des animaux sociaux. Ou pour le dire autrement, nous sommes des animaux grégaires. Chez les animaux sociaux, l'altruisme existe à l'intérieur des groupes. J'ai déjà parlé de l'altruisme, mais si on s'en tient à l'hypothèse de Dawkins, à l'effet que le gène et le gène et l'unité de la sélection naturelle, il faut, pour expliquer l'altruisme, que les gènes en tirent un bénéfice pour leur réplication. Alors, la vie en groupe et l'altruisme qui vient avec, ou pour le dire autrement, l'entraide qui vient avec la vie en groupe, est notamment utile pour la recherche de nourriture. Même si ça implique de partager ensuite la nourriture, l'avantage égoïste est quand même augmenté au niveau de la quantité et de l'assurance d'avoir de la nourriture. C'est utile aussi, la vie en groupe, pour se protéger contre les prédateurs, et ça peut être utile pour bien d'autres choses. Je spécifie que j'utilise le mot entraide ici en faisant un peu comme Dawkins, c'est-à-dire que même si j'utilise un concept auquel on associe généralement une dimension éthique, vous savez, quand on parle d'entraide, on suppose généralement chez ceux qui s'entraident une intention consciente de se rendre service mutuellement, de favoriser le bien des autres, bon, tout en s'attendant à ce que les autres favorisent à leur tour leur bien, mais je ne suis pas en train de supposer que c'est toujours ça qui motive les animaux sociaux qui font preuve de ce que Dawkins appelle l'altruisme réciproque. C'est certain que ça existe chez les humains, mais je ne spécule pas plus que Dawkins, sur les autres animaux. Et encore, petite remarque de mon cru, l'altruisme réciproque chez les humains, si on prend l'entraide comme simplement de l'aide mutuelle, ben, c'est assez différent du sens qu'on donne généralement au mot entraide, parce que l'altruisme réciproque, ça ne concerne pas forcément la bienfaisance ou de l'aide qu'on fait par bonté d'âme. Ça concerne les contrats, les transactions, divers éléments de l'organisation sociale qui permettent à chacun d'agir et de remplir certaines obligations en ayant une sorte de garantie que les autres vont remplir leurs obligations et qu'on n'est pas en train de se faire avoir, qu'on n'est pas en train de se faire exploiter en remplissant nos engagements et en respectant les règles. D'ailleurs, Dawkins écrit à la toute fin du chapitre: l'argent constitue un signe formel d'altruisme réciproque retardé. Alors, vous voyez, dans une transaction, un achat, il y a ce que Dawkins appelle de l'altruisme réciproque, ce que j'appelle ici entraide, mais vous savez bien, ou vous savez aussi bien que moi, que dans une transaction comme celle-là, il n'y a pas de bienfaisance d'impliquer, et ça peut même avoir lieu entre deux personnes qui se méprisent ou voire qui se haïssent. Alors bref, quand je parle d'entraide, même en ce qui concerne notre espèce, je veux simplement dire que chacun fait des choses pour le bénéfice des autres, et les autres font des choses pour son bénéfice, et ça ne suppose pas, en tout cas pas forcément, qu'il y ait des bons sentiments comme la compassion ou la bienveillance d'impliquer. Alors, dans la vie en groupe,
l'altruisme réciproque se développe. Des organismes qui feraient preuve d'altruisme sans discernement seraient exploités par des organismes qui acceptent l'altruisme des autres sans en faire preuve en retour. Ils n'auraient donc pas les avantages pour la survie et la reproduction qui est apporté par l'altruisme des autres, et leur gène disparaîtrait parce que les organismes qui ne se reproduisent pas efficacement, leur gène ne se réplique pas. Donc, bref, des gènes qui programmeraient un animal social pour être altruiste sans réciprocité ne continueraient pas de se répliquer. On pourrait s'attendre à ce que ça laisse des organismes non altruistes, mais un groupe d'animaux sociaux dans lequel il n'y aurait que des organismes non altruistes disparaîtrait aussi, parce que l'absence d'entraide ferait en sorte que les animaux seraient plus vulnérables aux prédateurs, aux maladies, qu'ils auraient plus de mal à trouver de quoi subsister. Ce sont des groupes dans lesquels les individus sont disposés à recevoir l'altruisme des autres et à être altruistes à leur tour, qui vont perdurer. Bref, je l'ai déjà dit et je le redis, pour certaines espèces, notamment les animaux sociaux, l'altruisme fait partie de l'adaptation dans le cadre de l'évolution par sélection naturelle. Dans une partie précédente du cours, je faisais valoir que la programmation par les gènes peut inclure une capacité d'apprentissage. Et c'est le cas pour un bon nombre d'animaux. Et ça peut comprendre la mémoire de ceux qui ont déjà été altruistes envers soi par le passé, avec une tendance à leur rendre l'appareil. Et aussi la mémoire de ceux qui ont refusé d'être altruistes, avec la tendance de ne pas être altruiste avec eux non plus. Ici, je fais un lien avec Frans de Waal, le primatologue, qui nous apprend à tout le moins que ce genre de mémoire suivie de reconnaissance ou de rancune, ça existe chez les autres primates. Bon, je ne développerai pas là-dessus ici, mais je vous invite certainement à lire les livres de Frans de Waal. Maintenant, il est clair que l'altruisme réciproque existe dans l'espèce humaine et en plus, nous les humains, on est capable d'altruisme, non pas simplement au sens biologique, mais aussi au sens éthique, c'est-à-dire qu'on agit pour le bien des autres en sachant qu'on agit de façon à favoriser le bien des autres et on est même motivé, ou du moins on peut l'être, directement motivé par le bien des autres. À la toute fin du chapitre que je commente ici, Dawkins écrit ceci: « L'homme s'est vu quant à lui attribuer une longue mémoire et une capacité à reconnaître les autres. Nous pourrions par conséquent nous attendre à ce que l'altruisme réciproque ait joué un rôle important dans l'évolution humaine. » Trivers va plus loin en suggérant que beaucoup de nos caractéristiques psychologiques telles que l'envie, la sympathie, la culpabilité, la gratitude, etc., ont été formées par sélection naturelle pour améliorer notre capacité à tricher, à détecter les tricheurs, à éviter d'être considéré comme un tricheur. Alors, je ne connais pas ce Trivers dont parle Dawkins, mais cette idée que nos caractéristiques psychologiques soient un résultat de l'évolution est une idée largement admise, même si on s'entend généralement, et Dawkins serait certainement d'accord, pour dire qu'elles sont façonnées, elles sont orientées par l'éducation et par la culture. Je me permets de faire le lien à nouveau avec le primatologue Frans de Waal, qui se base sur ce qu'il a pu observer chez les singes, en particulier ceux qui sont les plus proches de nous, soit les chimpanzés communs et les bonobos, pour conclure que le sens moral et les différentes tendances qui le constituent viennent bel et bien de dispositions innées qu'on partage avec d'autres espèces, en tout cas certainement avec les autres primates. Sans m'attarder trop longuement là-dessus, ça va dans le sens de la manière dont le philosophe David Hume concevait l'explication du sens moral.
Et c'est en rupture avec la manière dont le philosophe Emmanuel Kant la concevait. Mais bon, à ce sujet-là, je vous renvoie à un autre cours. Vous pouvez cliquer sur le lien sous la présente vidéo si ça vous intéresse. Mais ce qui est certain, c'est que en tant que nous sommes un résultat de l'évolution par sélection naturelle, nous avons des caractéristiques psychologiques qui ont été retenues par la sélection naturelle. Ça n'empêche pas qu'on est aussi déterminé par la culture. Comme je l'ai dit à plusieurs reprises depuis le début du cours, Dawkins le reconnaît et l'affirme. Et justement, dans la prochaine capsule, je vais me concentrer sur le chapitre dans lequel Dawkins parle spécifiquement des mèmes.